Alors, souvent, avant qu'on démarre les échanges, j'ai deux annonces à faire. La première annonce, c'est qu'on a une rupture de slip rouge, hein, c'est ce qu'on appelle de demander à chaque fois qu'on demande. Voilà, il a pris les commandes jusqu'à quelques mois, mais là, depuis, c'est foutu, quoi. Et la deuxième, pour ceux qui plongent, il ne divulguera pas son procédé pour s'équiper sous l'eau. Vous avez, il y a Mimi Mati, machin, etc. Et puis voilà. Donc, moi, j'essaye d'avoir la solution depuis quelques mois, mais il refuse de me la donner. Bon, c'est pas très sympa, mais enfin, comme ça va bien. Donc, non, mais d'ailleurs, j'en profite pour remercier le club de la Ciotat, GPES, c'est ça? GPES. GPES, le plus vieux club du monde, ouais. J'ai plongé avec toi. Toi, tu étais resté en surface ce jour-là. Mais j'ai adoré ma plongée. Donc voilà, s'il y a des gens du GPES, je les embrasse. Voilà. Et je suis très content de vous montrer ce film. On l'avait montré hier à Cassis avec Pierre également. Et voilà, c'est un film qui a une vision positive des choses, et pour essayer aussi d'aller, pas spécialement pour être à contre-courant, parce que ça me désole de voir toutes ces actualités catastrophistes qu'on nous donne en permanence, notamment cet été, il y a eu beaucoup de choses incroyables qui ont été dites, hein, les barracudas qui vont nous dévorer, les canicules sous-marines où de toute façon on ne retrouvera plus jamais la faune, tout est mort. Ouais, une perte de posidonie alors qu'en fait il y en a. Bon, il y a plein d'informations contradictoires. En tout cas, ce que je voulais faire pour pas paraître démagogue, c'était un film pour montrer des actions concrètes et avec des résultats concrets. C'est-à-dire on sait que ça marche et on vous le montre. Et mon but, c'est de montrer des choses qui marchent pour vous donner envie et plus largement aux gens qui ne sont pas forcément sensibles à la mer, d'agir. Voilà. Et je prépare le deuxième, et qui aura un passage, d'ailleurs on peut le dire maintenant, sur les navires récifs. On cherche quelqu'un pour nous parler des navires récifs. Ouais, on l'a trouvé, et il est là, c'est Julien. Qui a posé, donc voilà, ça fera partie du prochain film, qui sera aussi une coproduction TV Monaco, TV5 Monde et avec le soutien de l'agence de l'eau. Voilà. On repart sur un numéro 2 qui s'appellera La Méditerranée n'est toujours pas morte. Parce qu'elle continue à survivre. Voilà. Ben, si vous avez, je sais pas, des remarques, des questions. Ouais. Je passe auprès de vous. On a un peu de temps. Que dire de plus? Que je lis mes talents. Moi, je suis comédien à la base. Hein. Mon premier métier, c'est comédien. Et puis, je me suis mis à la plongée il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Et là, j'ai voulu, avec ma société de production, allier, jouer un peu la comédie, un personnage un peu fantasque. Et ça me permet de vulgariser auprès de scientifiques pour passer un message. Voilà, donc pour le coup, j'ai lié deux passions, quoi. Voilà, la comédie et on va dire la défense de nos fonds marins. Oui, moi j'avais une petite question à propos de justement il y a plein de bonnes actions pour repeupler, pour replanter, mais aussi il y a un axe d'intervention, c'est la prévention. Tous ces grands yachts énormes, c'est eux peut-être qui sont responsables aussi de cette posidonie qui est... Complètement, ouais, les navires de plus de 15 mètres. Ouais. Et je me rends pas compte de ce qui risque, des formations des personnels navigants, de ce qui se passe à ce niveau-là. C'est bien, hier, maintenant je connais bien la leçon parce que j'ai écouté Pierre. Alors il se trouve que il y a une loi qui protège la posidonie depuis 1989. Donc c'est la chute du mur, ça ne nous rajeunit pas. Cette loi n'a jamais été appliquée, ou très très peu, d'accord. Et donc il n'y avait pas d'amende, et donc on pouvait ancrer, c'est-à-dire mettre n'importe où. Et il y a eu, grâce au préfet maritime, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, en 2022, un jugement qui a été rendu là maintenant avec la procédure, avec des amendes concrètes à un capitaine polonais, qui est venu au tribunal, et qui a été condamné à 350 000 € d'amende. 380 000 € d'amende, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et depuis que maintenant on applique la loi, parce qu'il y a un préfet qui a pris ses responsabilités, je peux vous dire que, d'après ce que tu disais hier, dans le littoral, dans la zone de Cannes, là où il y a beaucoup de yachts, Saint-Tropez, tout ça, il y a 90% de moins de dégâts par rapport à l'année dernière. Je parle sous ton contrôle, sous le contrôle de l'agence de l'eau. Donc ce qui veut dire qu'en fait, c'est dommage de constater qu'il faut un gendarme pour nous verbaliser, parce que ça fait quand même, vous parlez de sensibilisation, moi j'ai beaucoup travaillé pour les éco-gestes Méditerranée, pour les plaisanciers, les eaux grises, le crage, etc. Ça fait des années que l'agence de l'eau, que plein d'associations, vous pouvez la sortir, il y a plein d'assos qui sont sous les tentes, qui disent la même chose depuis des années. N'ancrez pas dans la posidonie, ne le faites pas. Bon, ça marche.
pour nous, parce qu'on est tous un peu, je pense, passionnés, on a envie de protéger cette mer, mais on voit bien que le Pékin moyen qui descend l'été, il prend un bateau de location, il n'en a rien à foutre de la Posidonie, il ne sait même pas ce que c'est. Et donc, en fait, si on n'applique pas la réglementation, hélas, je suis désolé de le constater, mais il faut le gendarme. Voilà. Donc là, maintenant, si on met des amendes, c'est comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Et pour revenir à la pédagogie, il se trouve que Donia, cette application que pas mal de gens utilisent maintenant, elle est pas obligatoire, mais en tout cas, elle est présentée lors du permis bateau. Alors, on n'a pas forcément un permis bateau quand on a un voilier, mais en tout cas, pour la petite plaisance et les gens qui sont à bateau moteur passent un permis, et on leur parle de cette application, et on leur incite à la télécharger. Voilà. Donc, les choses avancent. Pas au rythme où on voudrait tous, mais les choses avancent. Voilà. Oui, bonjour. Oui, à ce sujet, on voit très peu de bouées qui permettent... de mouillage voilà, qui permettent de stationner sans aller au fond, en fait, sans détruire les fonds. Pas que l'herbier de Posidonie, il y a beaucoup d'autres biotopes aussi qui subissent... l'ancrage, les mouillages, il y avait d'ailleurs à la Ciotat, il y a eu peu de temps des nouveaux mouillages, c'est ça, qui ont été mis en place, qui vont être mis en place. Quel est l'écueil au développement de ces installations? Ça, c'est Pierre qui va vous répondre, c'est le technicien. Peut-être juste rappeler que la Ciotat, c'est un des premiers endroits où on a mis en place des mouillages respectueux des fonds pour les plongées sous-marines. Là. Ça remonte à plus de 25 ans derrière. Et Thierry, qui est du club de plongée devant, dirait qu'il manque quelques bouées, donc si jamais vous regardez. Alors, effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la réglementation, maintenant, elle est appliquée. Elle est efficace, puisque Franck le disait, l'État français va même chercher des capitaines de bateaux qui sont en infraction, qui sont en Pologne, en fait. Je ne sais pas si vous voyez, donc c'est quand même plutôt significatif. Entre l'été 2022 et l'été 2023, il y a 90 à 95% de mouillage en moins sur l'herbier. Alors, 40 ans pour faire de la sensibilisation, d'éducation, d'information, on a tous fait, quoi. Et tous les ans, on perdait des hectares d'herbier, et puis là, en même pas une saison d'application de réglementation, on a réduit le poids. Donc voilà, donc moi qui ne suis pas toujours très fervent des textes réglementaires et de la bonne application, en tout cas en matière d'efficacité, ça marche. Voilà, c'est malheureux d'avoir besoin de gendarmes. Après, deuxième point qu'il faut savoir, c'est que dans 9 cas sur 10, on peut mouiller en dehors de l'herbier, quoi. Donc voilà, l'herbier il n'est pas en continu partout, hein, donc voilà, le seul endroit où l'herbier est en continu partout, c'est hier Porquerolles. Là, il y a de l'herbier partout. Sinon, partout ailleurs, vous pouvez mouiller dans du sable, et l'application de Donia, ça sert à ça, et vous êtes tranquille. Et puis effectivement, il y a des projets de zones de mouillage, d'équipements légers, donc l'organisation des mouillages, il y en a 2 à la Ciotat d'ailleurs, sur les lieux pour en parler s'ils souhaitent, qui permettent effectivement de rendre un service en fait à des plaisanciers, quoi, en leur assurant la sécurité du mouillage et en évitant effectivement qu'ils mouillent sur les zones d'herbier. C'est une des solutions. Voilà, la meilleure solution, c'est toujours bien de ne pas abîmer plutôt que de devoir réparer, hein, donc c'est toujours la même histoire. Donc si on peut mouiller en dehors de l'herbier en étant attentif, c'est facile. Et les secteurs, on ne peut pas faire autrement, on organise les mouillages. Puis il y a les collectivités qui vont rendre des services, parce que c'est aussi une économie, l'activité plaisance, qu'il ne faut pas ignorer. Oui, il peut y avoir des zones de mouillage. Donc aujourd'hui, on en a une trentaine en fait sur le long du littoral qui sont installés. Il y a un forum d'ailleurs, fin novembre à Marseille, sur ces questions-là, si on a besoin de les parages. Donc c'est une des solutions qui se déploie, voilà, qui permet effectivement d'éviter de se retrouver dans une situation où si les plaisanciers disent « vous nous interdisez de mouiller, on ne peut plus mouiller nulle part, machin, etc. » Donc c'est tout le temps, c'est l'écologie, c'est tout le temps une recherche de compromis entre l'économie et l'écologie. Hein. Et maintenant on trouve des mouillages, en R&D on commence à travailler sur des mouillages en dessous desquels il y aurait des habitats, des sources refuges pour les poissons. Donc en plus on pourrait, en plus de ces mouillages, développer des zones de vie. Il y a beaucoup de labos de recherche qui travaillent sur ça. Donc c'est en train de se faire, de se fabriquer. Il y a même des mouillages maintenant qu'on peut, avec son téléphone, mettre un QR code, faire une location, hop, ça tendeur, on sait que le bateau est là. On évolue beaucoup. Après, il y a des histoires de coûts, d'environnement, de biotope, voilà. Mais effectivement, c'est une très bonne solution aussi. Voilà. Bon, j'ai apprécié votre documentaire. C'est toujours chouette de montrer des expériences positives. Mais voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous ai identifié. J'ai dit. Non. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez préciser l'impact des bateaux de croisière qui arrivent et qui vont être de plus en plus nombreux, puisqu'il y aura 10 escales l'an prochain, si j'ai cru comprendre, et savoir est-ce que leur zone de mouillage est préservée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose,
Ça c'est parce qu'on est à La Ciotat, hein. Ouais. Mais on n'est pas que, il n'y a pas que ici, hein. Il y a Marseille aussi, etc. Où il y a des problèmes par rapport à la pollution engendrée par ces bateaux de croisière, qui sont de plus en plus énormes. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est par rapport, donc on est parti sur des choses qui sont sympas, qui sont c'est les jardiniers de la mer, quoi. C'est un peu ça, c'est on replante, on refait, on remet des algues, on redonne des plantes. Voilà, on remet des poissons en mer, etc. Dans des réserves. Alors, j'aimerais savoir ces réserves. Qu'est-ce qu'elles représentent par rapport à ces kilomètres de plage. Et deuxième chose, vous n'avez pas parlé de plastique. Ce serait bien de me dire, est-ce qu'effectivement ça va mieux aussi de ce côté-là? Qu'est-ce qu'on en fait? Alors là, on a des chiffres. Des chiffres qui arrivent sur le plastique. Alors, sur la question des mouillages, en fait, les bateaux qui viennent d'Escale à Ciotat, ils ne mouillent pas. Ils ne jettent pas leur ancre au fond. Hein. Donc là, ils ne jettent pas leur ancre au fond, ils restent 2 heures, 3 heures. Ils sont souvent en stationnement stationnaire, mais en fait, ils ne mouillent pas au fond. De toute façon, depuis 2016, les bateaux de plus de 80 mètres ne peuvent plus mouiller sans demander une autorisation en fait, à la Marine nationale, donc en l'occurrence au sémaphore du bec de l'Aigle, qui de toute façon a pour consigne de placer ces bateaux au-delà de la zone des 40 mètres de profondeur, et au-delà de 40 mètres de profondeur, on n'a plus terminé. Donc en fait, sur la question de est-ce que ces bateaux-là qui viennent abîment le milieu marin, et notamment les habitats marins du fait de leur mouillage, la réponse est non, parce que de toute façon, ils ne mouillent pas. Donc, voilà. Ils ne mouillent pas. Ils mouillent pas. Par contre, ils polluent. Ils polluent énormément de par la structure. Après, la question que vous posez, elle dépasse en fait la question du lien entre le bateau et son mouillage. Il peut y avoir des questions sur la partie surfréquentation touristique, atmosphère, etc. Je veux dire, c'est pas, on pourrait vous répondre, mais c'est pas notre sujet de préoccupation. Notre sujet, nous, c'est de travailler sur le lien entre le bateau et les machins. Donc, ben, c'est sûr que quand vous arrivez à envoyer un bateau avec 6000 personnes à bord, quand on sait qu'on met des stations d'épuration dès qu'il y a 100 habitants, on peut se poser des questions. Mais, voilà, ce qu'on dit d'ailleurs, c'est un peu le consensus entre recherche entre l'économie et l'écologie. Moi, de manière très pragmatique, je dirais que ces gens-là, ils ont aussi le droit d'exister. La question, c'est comme tout le monde, bah, il y a des règles, il faut appliquer ces règles, et si effectivement il y a des nuisances qui sont engendrées derrière, aujourd'hui, en fait, quand vous prenez toutes les problématiques qu'on a en matière d'environnement et d'écologie, 9 fois sur 10, on a la solution technique. On a le domaine réglementaire, on a même les financements. La vraie question, c'est pourquoi on passe pas à l'acte. Et donc, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'éducation, l'environnement et la protection des herbiers de Posidonie. Pendant 40 ans, on expliquait aux gens que c'était pas bien de mouiller dans l'herbier. Des gamins de 3 ans jusqu'au capitaine de bateau. Mais en fait, il faut qu'il y ait un pouvoir de police qui soit appliqué avec des amendes qui soient dissuasifs pour que les gens fassent attention. Donc en fait la vraie question de fond, c'est de dire finalement, pourquoi nous tous, on ne s'approprie pas en fait ce bon équilibre qu'on évoquait ce matin avec ton spectacle sur la relation qu'on peut avoir avec le milieu. Quoi. Là, vous avez posé une question sur les réserves. Oui, les réserves, combien représentent les réserves sur le littoral, on va dire méditerranéen français? C'est très peu. Hein. En fait, il y a quasiment tout notre littoral, Corse, PACA, région Occitanie, est couvert par une procédure de type aire marine protégée. Je crois qu'il y a 2 seuls secteurs qui ne sont pas couverts, c'est un bout à Port-d'Alon, en dehors du conservatoire littoral, et un bout entre Bandol et Sanary. Sinon, sur tout le littoral, à un moment donné, vous avez un trait qui dit là, il y a une action qui est favorable pour le milieu marin. La question, c'est pas d'avoir une carte avec des cadras et qu'on dise à l'intérieur c'est une aire marine protégée. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait dans ces zones-là. Et pour moi, la question n'est même pas de savoir ce qu'on fait sur ces zones-là, parce que partout sur notre littoral, qu'on soit réserve ou pas réserve, bah, on ne doit pas avoir de mauvaise qualité de l'eau, on ne doit pas avoir d'habitat abîmé, on doit pouvoir travailler en équilibre avec le milieu. Donc la réserve, en fait, il ne faut pas se focaliser uniquement sur la question de réserve. Quasiment 100% de notre littoral est couvert par une logique d'aire marine protégée. Maintenant, il est admis que globalement, l'efficacité des aires marines protégées, elle n'est pas à la hauteur des ambitions qu'on annonce, hein, pour des questions notamment souvent de moyens ou d'application réglementaire. Et donc maintenant, il faudrait qu'on passe en fait d'aires marines existantes à des aires marines fonctionnelles, efficaces. Voilà, donc, et ça, c'est un travail de fond qui ne dépend pas que de l'État non plus, puisque dans les statuts d'aires marines protégées, ben, vous avez des secteurs de type Natura 2000 qui sont sous la responsabilité de collectivités aussi. Donc voilà, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de notre littoral et de nos eaux marines. Et c'est notre affaire à tous, quoi. C'est pas l'affaire de l'État ou de la commune ou autre. Il y avait un troisième... Ouais, vous disiez qu'on réintroduisait les poissons dans les aires marines protégées. En fait, non. Les poissons que, par exemple, l'Écocéan remet, il les remet dans des endroits, justement, difficiles, c'est-à-dire des zones bétonnées.
sans habitat. C'est pour ça qu'ils mettent des biohuttes, là vous les voyez dans tous les ports de pêche, c'est pour justement avoir des habitats pour les juvéniles. Mais en ce qui concerne les jeunes poissons qu'ils remettent, ils ne les remettent pas en réserve, ils les remettent dans des endroits où justement il n'y en a pas, et il y en faut. Voilà. Donc comme tu disais hier, un poisson qui est adolescent, il a plus de chances de survivre parce qu'il sait se défendre qu'un tout petit poisson qui arrive du large et qui n'a pas d'habitat pour se protéger. Bon, c'est difficile pour lui. Voilà. Mais dans les réserves, moi je plonge principalement en réserve. Les ultra-réserves, enfin les réserves en tout cas où on ne peut absolument pas pêcher, etc. La plupart, c'est très résilient, il y a énormément de poissons, beaucoup d'individus de très grande taille. Ça, d'année en année, à force moi ça fait que 10 ans que j'y vais, mais d'année en année je vois bien que ça bouge, énormément, notamment à Marseille. La réserve, je mets en dehors les canicules sous-marines et la gorgone rouge, mauve, qui est cas à part. On a perdu beaucoup de gorgones sur la zone des 0,20 mètres. Mais en tout cas, en termes d'espèces, on a gagné énormément sur les corbes, sur les mérous, sur les dentis, gagné en taille et en nombre d'individus. Ce qui est intéressant dans le film, c'est que vous avez vu la réserve de Banous, ça fait 40 ans. Est-ce que vous avez entendu que la plongée était interdite? Est-ce que vous avez entendu que la pêche était interdite? Interdit, hein. Donc ça veut dire que sur un secteur comme ça, sur lequel les gens travaillent depuis un certain nombre de temps, sur lequel il y a des résultats super intéressants en matière de fonctionnement d'écosystème, les usages ne sont pas interdits, quoi. Ils sont régulés, ils sont réglementés, ils sont organisés, mais ils ne sont pas interdits, quoi. Donc en fait, il ne faut pas associer systématiquement le fait de vouloir protéger la nature avec on interdit tout. C'est vraiment une question de fond, en fait. Hein. C'est-à-dire que autant l'homme tient compte de la nature, mais la nature peut aussi, entre guillemets... Et après, pour revenir sur ça, j'ai beaucoup plongé en Corse, là, dans la réserve de Porto Vecchio, à la Vaca, pour ceux qui connaissent. Et là, le problème est beaucoup plus difficile parce que elle est beaucoup moins protégée. C'est-à-dire qu'en fait, on connaît bien, moi je connais bien Fred, le directeur de la réserve de Cerbère-Banyuls. Je crois qu'ils viennent demain en plus pour un film. Lui, il s'applique avec ses équipes à tout le temps être présent, tout le temps sensibiliser, expliquer, interdire le braconnage. Dans cette zone à Porto Vecchio, tous les clubs de plongée font la gueule parce qu'elle n'est pas du tout surveillée. Et du coup, il y a des prélèvements. Moi, dans les réserves, je ramasse des flèches. Je ramasse des hameçons, et je me dis, mais c'est pas possible, quoi, que les mecs ils viennent prendre du mérou. Le mérou c'est protégé depuis des années. Et donc ça dépend aussi, c'est toujours pareil, des moyens qu'on y met et de l'application qu'on y fait, quoi, voilà. Donc Marseille ça marche très bien. Là où ça marche énormément, c'est Porquerolles, c'est incroyable. Porquerolles, la Gabinière, c'est devenu dingue. Il y a des réels, c'est fou là, toute la faune qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Sur la question des plastiques, en fait, vous savez, à un moment donné, il y a une grande ONG qui a titré il y a 2 ans en arrière, catastrophe, en 2050, il y aura plus de plastique en Méditerranée qu'il y a de poissons, en fait, hein, un truc comme ça. Vous avez entendu ce qu'a dit Philippe L'Enfant, en fait, on maîtrise à peu près 10 espèces de poissons sur les 400 ou 500 qu'on peut avoir. On ne sait pas évaluer les populations de poissons. Donc dire à un moment donné, il y aura plus de plastique que de poissons, je ne suis pas sûr que ça tienne complètement le discours technique. Ensuite, nous, dans nos métiers, en fait, on a la caractérisation de l'état de santé de la Méditerranée. Donc on surveille un certain nombre d'éléments biologiques, chimiques, etc. Et ça fait 22 ans qu'on surveille les microplastiques, avant même que tout le monde en parle, etc. Entre la première année, on a surveillé les microplastiques, et la campagne qui a eu lieu, sur laquelle on a un résultat qui est 2021, il y a une qui est en cours actuellement, on a observé 80% de microplastiques en moins sur l'ensemble de notre littoral. Aujourd'hui, les concentrations qu'on trouve en microplastiques maximum, c'est 800 particules par hectare. Ça fait 0,08 particules par mètre carré. Ça veut dire que sur votre table à manger, vous avez plus de particules de microplastiques qu'on en trouve en Méditerranée. Je ne sais pas pour autant que votre salle à manger, vous considérez que c'est la salle à manger la plus polluée du monde. Hein. Donc voilà, il faut être en capacité de prendre aussi du recul par rapport à tout ça, quoi. Et renseignez-vous, il y a plein de publications. En tout cas, ce qui est super important, et c'est aussi un des messages qu'on veut faire passer, c'est de dire prenez du recul, renseignez-vous, voilà, c'est toujours, je sais pas si le fait de dire que tout est foutu, c'est la fin du monde, etc., ça fait agir les gens. Moi personnellement je ne le crois pas, c'est 40 ans que je bosse, j'ai jamais vu prendre une décision au niveau d'un ministère, d'une collectivité ou d'une NG en disant c'est la fin du monde, il faut qu'on agisse. Je crois qu'à un moment donné, si on a des problèmes de santé, ce qu'on souhaite c'est se soigner et aller mieux, quoi. L'écologie c'est pareil, si on a des difficultés, on fait face aux difficultés, on trouve des solutions, on avance. Et par contre on inscrit nos démarches dans les moyens long terme. Le vrai enjeu, en fait, en matière d'écologie, c'est pas de travailler de manière ponctuelle. Ah, t'es super, on a mis un article, on fait un truc. Hein. Réserve de Banyuls, 40 ans. Le microplastique, on les suit. Donc il y a des actions sur le plastique depuis 25 à 30 ans. La pollution chimique, ça fait plus de 40 ans qu'on la traque. Les Posidonies, 89-2022. 40 ans. Presque 2 générations. C'est-à-dire des gens qui vous disent qu'on va sauver la planète en 5 ans, 10 ans.
ils sont soit super optimistes, soit des super communicants, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est des efforts sur des moyens long terme qui engagent plusieurs générations. Et c'est ça qui est difficile, qui est compliqué, c'est-à-dire que les investissements qu'on prend à nous, en matière, on ne va pas forcément en bénéficier, quoi. Et du coup, c'est difficile en fait de prendre des actions sur lesquelles on ne voit pas de résultats derrière, mais malgré tout, c'est notre responsabilité de devoir le faire, en fait. Et après, bon, là, on s'attache à des actions locales, mais évidemment, on n'est pas des démagos, on sait bien que la température augmente, qu'il y a du dérèglement climatique, et ça, c'est des problèmes mondiaux, global. Le global, moi, en tant que citoyen, j'ai un tout petit levier, mais le vrai levier, il est politique, il est industriel, et c'est nos volontés de protéger cette planète. Bon, ben ça, c'est nos dirigeants, c'est nos grands industriels, c'est leur responsabilité. Là, on ne veut pas être démago, on veut juste dire, il y a des choses qui se passent, et on sait qu'elles fonctionnent, on vous les montre. Alors évidemment, souvent on me dit, mais tu pourrais montrer d'autres choses. Oui, mais le film, il ne peut pas faire 3 heures, 5 heures, il y a plein d'initiatives à montrer, il y a plein de choses qui fonctionnent. Après, on les choisit, hein, mais en tout cas... on ne ferme pas les yeux, on sait bien qu'il y a des problèmes beaucoup plus globaux et qu'on ne maîtrise pas, et là c'est qu'on subit. Tous ensemble, à 8 milliards d'individus, on a quand même des dynamiques qui sont complètement différentes. On parlait hier de la Méditerranée occidentale, en tout cas côté européen, et la Méditerranée côté Maghreb et Moyen-Orient. Leur évolution en termes par exemple de gestion de l'eau n'est pas du tout au même niveau que les pays européens. Donc il y a des pays qui sont en train d'essayer déjà d'assainir l'eau et de polluer le moins possible en rejetant de l'eau et en ayant de l'eau potable. Nous on a passé ce stade et maintenant on parle de restauration écologique, de replanter la Posidonie. Ils vont y arriver, mais on n'est pas au même stade, donc forcément ça prend du temps. Ouais. Il nous reste encore 10 petites minutes, mais je voulais faire une réaction par rapport à ce que vous avez dit aussi sur les repiquages d'herbiers, parce que ça peut paraître paradoxal de dire finalement on a des gens qui plantent l'herbier, vu la quantité d'herbier, vu ce qu'on détruit, c'est pas forcément étudié, etc. Je ne sais pas si vous êtes Sautadin depuis longtemps ou pas, mais moi j'ai vécu l'incendie des collines en 86. Donc où toutes les collines ont brûlé en 86. Et de mémoire, en mai 88, il y a des gens qui ont commencé à planter des petits machins là, et je trouvais ça ridicule en fait. Je me suis dit de toute façon c'est n'importe quoi, on vient de perdre une forêt, là, ils mettent des trucs comme ça va jamais vu, etc. Et finalement, mes gamins qui ont 30 ans maintenant, eux, ils sont allés se balader dans la forêt qui a été reconstruite parce que des gens ont planté des petits trucs, quoi. Donc en fait, il faut qu'on ait aussi cette capacité de prendre du recul et se dire finalement, toutes les petites actions qu'on peut faire, tous les petits gestes qu'on peut faire, ça peut nous paraître ridicule à un moment donné, ça peut nous paraître ne pas être à la hauteur de ce qu'on vient de perdre, etc. Et quand on prend un peu de recul, on se dit, ben non, c'est pas inefficace, quoi. Donc ça avance, quoi. Donc voilà, notre responsabilité, malgré le contexte que tu évoques, qu'on ne maîtrise pas tout, ben, c'est d'être en capacité d'essayer d'améliorer à notre niveau ce qu'on peut améliorer. Hier, je le disais, hein, l'écologie, c'est comme l'école, en fait. À l'école, qu'est-ce qu'on demande à l'école, en fait? À l'école, de toute façon, si tu veux avoir des bonnes notes, il faut travailler. Mais c'est pas parce que tu travailles que tu es sûr d'avoir des bonnes notes. En écologie, c'est pareil. Si on ne travaille pas, on est certain de ne pas avoir de bonnes notes. Et de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de travailler en espérant d'avoir des bonnes notes. Vous voyez, ce truc qu'il nous reste à faire, c'est faire face aux problèmes qu'on a en face de nous, ben, essayer d'avancer, même modestement, en ayant du recul, mais de gagner un cran et d'avancer, quoi. Et quand on regarde la situation des années 80, où ceux qui ont mon âge se souviennent des boulettes de pétrole qu'il y avait sur les plages de la Ciotat, sur lesquelles on ramenait ça à la maison, ce qu'on savait à tous nos godasses, quoi. Ben voilà, ça n'existe plus. Vous savez, dans les années 80, il y avait une chance sur 3 de tomber malade quand on est à la plage. Aujourd'hui, on râle parce qu'on ferme la plage 2 heures après un orage. Ouh! Dans les années 80, il y avait plus de 300 000 légionelloses par an sur les plages. Bah oui, 300 000 légionelloses par an pour les plages. Alors maintenant, on peut râler parce qu'on a envie de se baigner après un orage et qu'on ne peut pas. Mais merci aux gens qui régulent ça pour éviter que potentiellement on ait un risque pour tomber malade, quoi. Et on attend 2 heures et on va se baigner l'après-midi, quoi. Il nous reste 5 minutes. J'arrive. Alors éventuellement je la fais sans... Ah ouais, quel organe. Ça nous va bien. Allez, un comédien. Le problème entre l'acidification des océans et les coraux, est-ce que les expériences sur les coralligènes peuvent intégrer la recherche d'espèces qui résisteraient un peu mieux à des océans plus chauds et plus acides? Oui, c'est le cas. Tu peux répondre, Stéphanie? Hein? Stéphanie, elle peut nous aider sur le domaine? Non, mais c'est le cas. Franck évoquait la mortalité des gorgones qu'il y a eu. D'abord, toutes les gorgones ne sont pas mortes. Non, voilà. Rassurez-vous, il y a encore des gorgones dans l'eau. Hein, il y a des endroits où les gorgones sont mortes. Ah, oui, ça c'est un fait. Il y a des endroits où les gorgones sont mortes, à côté, les gorgones qui ne sont pas mortes. Alors forcément, on s'est dit, mais pourquoi ça elle est morte et c'est là pourquoi elle n'est pas morte? Donc du coup, les gens ont travaillé sur la génétique des populations. On s'est aperçu effectivement que potentiellement, un an et demi qu'on étudie, on aurait une espèce
thermo-résistantes à la température. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, potentiellement. Hein. Et après on s'est aperçu qu'on avait plein de boutures de gorgones cette année. Donc comme si la nature s'était un peu réveillée après la mortalité, interprétation complètement centrée sur une vision humaine. Et on s'est aussi aperçu que des squelettes de gorgones qui étaient morts, par partie reprenaient de la vie en fait. Ça peut rebourgeonner. Donc en fait, autant on est capable d'observer, autant on est bon de comprendre en fait. Et ça c'est bien, il faut aussi bien l'admettre, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui on est capable d'observer les choses, aller sur un terrain de foot, 0-100 mètres. J'ai 100 mètres, je suis sympa, hein. C'est Laurent Baesta et son team, 0-100 mètres, ils maîtrisent. Grande majorité des gens, peut-être pas Thierry là qui plonge bien, voilà, 0,50 mètres, on maîtrise à peu près. Mais cette moitié de terrain de foot qu'on maîtrise à peu près, on comprend toujours pas comment ça fonctionne à l'intérieur. Donc voilà, il faut rester modeste en fait par rapport à... Et puis surtout, on ne connaît que 5% des abysses, on ne connaît rien, mais pour répondre précisément à la résistance des coraux, il y a beaucoup d'expériences maintenant qui sont faites grâce à l'ADN. On peut récupérer l'ADN, réfléchir comment ça se passe sous les océans, et on constate qu'il y a des nouveaux coraux qui résistent à la chaleur. Naturellement, ils se sont fabriqués des résistances. On sait qu'il y a une nouvelle cartographie maintenant qui est sortie il y a quelques mois, où on sait qu'il y a des coraux profonds qu'on n'imaginait pas, parce qu'on était certain qu'il fallait de la photosynthèse pour qu'il y ait une symbiose entre leurs algues et le calcaire. Et en fait, on s'aperçoit que non, même sans lumière ou très très peu de lumière, et ça arrive à vivre en symbiose. Donc en fait, il faut être humble dans la recherche et dans nos connaissances. On ne connaît pas beaucoup de choses en fait, pas beaucoup. Je rejoins votre point de vue. Ce qui est certain, c'est que l'acidification des océans et la montée en température, on le sait, on le voit. Après, il faut surtout faire attention sur la montée en température, parce qu'on connaît la température en surface. Hein, on ne la connaît pas en profondeur. En surface, effectivement, il y a des canicules sous-marines. Mais vous voyez bien que dès qu'il y a un coup de Mistral, ça peut refroidir. Enfin bon, il y a plein de phénomènes. Mais on constate que ça réchauffe. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, avec la recherche, on commence à trouver des coraux résistants à la chaleur. On peut commencer à faire des cultures de coraux. Mais tout ça est très expérimental. On est qu'au début de quelque chose. Et donc ça, c'est vraiment de la recherche et développement. Là-dessus, c'est le début d'une nouvelle aventure. Voilà. Mais en tout cas, il y a des scientifiques qui bossent. Voilà. Dernière intervention, question, suggestion, remarque, autographe de... Si vous voulez revoir le film, ou si vous voulez le partager à d'autres personnes, c'est très simple, il est en streaming sur TV5 Monde, en permanence. Donc vous allez sur internet, vous tapez le titre du film, La Méditerranée n'est pas morte, TV5 Monde, vous avez un lien qui va apparaître, et vous pouvez le faire partager à qui vous voulez, et surtout il est sous-titré, je crois en 5 langues. Il y a de l'arabe, de l'espagnol, de l'anglais, de l'allemand. C'est le principe de TV5 Monde, la fameuse chaîne qu'on regarde quand on est à l'étranger. Quand on ne parle pas d'autres langues. T'as oublié de dire que tu avais reçu des prix? Ah oui, le film marche beaucoup en festival. Il a reçu déjà de nombreux prix. Bon, je suis très content. Et voilà, et on prépare le deuxième. Et j'essaye toujours de mettre de l'humour, de la dérision, savoir qu'on ne sait pas tout, et essayer de faire parler des juristes, parce que je vais interviewer Julien. Et il y a plein de choses où je dis, oh non, c'est compliqué ce qu'il dit, hein. Tu vas voir, on va tout simplifier. Et donc pour simplifier, pour vulgariser, pour que le plus grand nombre soit touché par cette problématique. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci à vous.